Cette histoire commence alors que notre protagoniste est invoqué dans un nouveau monde par une déesse nommée Nolén. Nolén s'excuse auprès de notre héros et lui explique qu'il a été invoqué par accident. Elle dit que le sort d'invocation des autres mondes sélectionne au hasard un groupe d'élus à partir d'une liste. Notre héros était exclu de cette liste, mais d'une manière ou d'une autre, il a quand même été choisi par le sort. Ce sort est assez dangereux pour détruire le monde entier, c'est pourquoi il est interdit. Cependant, la nation l'a activé dans des conditions imprudentes. Nolén a été furieuse lorsqu'elle a entendu parler de l'activation, alors elle a agi rapidement pour l'arrêter. Malheureusement, elle n'a pas pu stopper ce sort. C'est pourquoi elle a amené notre héros dans cet endroit temporairement. Les véritables élus ont réussi à rejoindre l'Empire, mais notre héros se rend vite compte qu'il n'était qu'une erreur et qu'il veut simplement retourner chez lui. Malheureusement pour lui, cela ne sera pas possible. Nolén révèle qu'elle était tellement en colère qu'elle a complètement réparé le sort interdit pour qu'il ne puisse plus jamais être utilisé. Non seulement notre héros est coincé dans ce nouveau monde, mais Nolén lui révèle aussi qu'il n'a plus de corps auquel retourner. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est redémarrer sa nouvelle vie dans ce nouveau monde. Le problème, c'est qu'il ne peut pas rejoindre l'Empire avec les autres, car il n'est pas un véritable élu, et il serait maltraité. Nolén lui assure qu'elle l'enverra plutôt dans une grande nation, semblable à celle que l'on trouve dans les contes de fées. Notre héros Takumi hésite, mais Nolén lui promet de lui donner sa bénédiction. Notre protagoniste apprend qu'il aura 17 ans au lieu des 40 ans qu'il avait dans son ancienne vie. Au lieu d'être un salaryman, il pourra désormais obtenir l'un des nombreux emplois de combat ou de production. Takumi aimerait vivre une vie paisible, loin des monstres. Il prévoit donc de choisir un travail de production. Nolén donne gentiment à notre garçon quelques objets pour l'aider dans son voyage et l'envoie sur le chemin. En arrivant dans son nouveau monde, notre héros découvre qu'il n'est plus un affreux loser. Il vérifie ses statistiques pour s'assurer qu'il a bien la bénédiction de la déesse, mais décide de garder le secret pour éviter tout problème. Notre garçon teste ensuite certaines de ses capacités. Takumi est ravi de découvrir qu'il se trouve véritablement dans un monde fantastique. Après avoir testé ses pouvoirs, il trouve une branche d'arbre. Grâce à sa compétence en forge, il la transforme en lance et acquiert par la même occasion la compétence de travail du bois. Takumi utilise ensuite sa compétence d'évaluation et découvre qu'il y a un véritable trésor d'herbes médicinales à proximité. Après en avoir ramassé une quantité excessive, il se rend compte qu'il n'a pas assez de place dans son sac. Heureusement, il se rappelle que Nolén lui a offert une boîte spéciale. Fabriquée spécialement pour lui, cette boîte dispose d'un espace de stockage infini. C'est alors qu'une jeune fille, Gesta, accompagnée d'un petit garnement, supplie Takumi de les aider. Takumi se prépare au combat, craignant que le Bugs Bunny enragé devant eux soit carnivore. Le lapin, semblant enragé, les attaque, mais Takumi, en véritable guerrier, lui transperce rapidement un trou en plein combat. Cette victoire lui permet d'acquérir la compétence de maniement de l'épée, bien qu'il soit stupéfait qu'un débutant comme lui puisse remporter un tel affrontement. Takumi devient un guerrier de niveau 1, mais il s'affole, car il n'avait aucunement l'intention de suivre une voie axée sur le combat. La petite fille lui explique qu'elle vient d'un village voisin et propose avec joie de guider notre héros jusque-là. Elle lui dit qu'il devrait emporter le lapin, car il est délicieux. Takumi le met alors dans sa boîte de stockage. L'enfant est impressionné par les compétences de Takumi, mais ce dernier est surpris. Elle n'aurait pas dû être capable de voir sa boîte d'objets, car il l'avait configurée pour être invisible. Pendant ce temps, à l'Empire, 3 étudiants du monde d'origine de Takumi essaient de comprendre ce qui vient de leur arriver. Une femme leur explique qu'ils sont des héros et qu'ils ont été invoqués pour utiliser leur pouvoir afin de sauver ce monde. Elle se présente comme la première impératrice de l'Empire de Sédonia, nommée Élisabeth. Alors que les garçons sont fascinés par son visage étrangement singulier, une fille nommée Akane reçoit en secret la bénédiction de la déesse. Un message lui dit de faire confiance à son instinct et Akane comprend immédiatement qu'Élisabeth n'est pas digne de confiance.
De retour auprès de Takumi, les parents de Molly le remercient pour avoir sauvé leur fille. Takumi obtient la permission de rester dans le village et se réjouit d'apprendre qu'il y a un filon de minerais à proximité. Cela signifie que cet endroit est un paradis pour les artisans comme Takumi et un forgeron du nom de Bobon. Malheureusement, ce village n'a pas d'auberge, mais Takumi est abasourdi lorsque Bobon lui propose de lui construire une maison. Les villageois commencent à se préparer à la construction, et Takumi surprend tout le monde en nivelant le sol avec la magie de la terre. Ce faisant, il acquiert également la compétence de monomanipulation. Takumi perd beaucoup d'énergie, mais tout le monde est étonné qu'il puisse utiliser la magie. Les autres lui disent de ne pas s'inquiéter, car ils peuvent s'occuper de la construction de la maison à partir d'ici. Un peu plus tard, Takumi s'installe dans sa nouvelle maison. Il reconnaît que ses talents de menuisier, de forgeron et de charpentier lui ont permis de fabriquer de jolis meubles. Takumi n'aime toujours pas la façon dont le poste de guerrier a été choisi pour lui, mais il est soulagé de pouvoir le remplacer par ce qu'il voulait vraiment, le poste d'alchimiste. Takumi l'alchimiste se tourne alors vers une table avec du minerai de fer, du minerai d'argent et du minerai de cuivre qu'il a extrait plus tôt. Il a également du minerai de fer magique qui est censé être imprégné de mana. Takumi s'apprête à les transformer en lingots et se souvient qu'il faut généralement un énorme four pour y parvenir. Heureusement, nous sommes dans un monde fantastique et Takumi peut utiliser la magie. Il est ravi de pouvoir enfin faire de l'alchimie et se met au travail. Il explique que l'alchimie comprend 5 techniques: la décomposition, l'extraction, la pulvérisation, la synthèse et la recomposition. C'est un processus laborieux, mais Takumi est enthousiasmé par toutes les choses qu'il peut maintenant fabriquer. Plus tard dans la nuit, Molly rend visite à son garçon, mais elle est horrifiée de le trouver presque à l'agonie. Après s'être fait gronder et avoir récupéré, Takumi retourne immédiatement à son alchimie sans prendre de pause. La seule fois où il ralentissait un peu, c'était lorsque les filles venaient vérifier comment il allait. Takumi utilise ensuite les lingots qu'il a fabriqués pour créer des ustensiles et d'autres outils utiles. Après tout, ce travail, son niveau d'alchimiste monte en flèche jusqu'au niveau 32. Mais ce n'est pas tout. Takumi utilise sa magie pour aider Boban à fabriquer l'arme la plus fine qu'il ait jamais créée. Cela propulse le métier de forgeron de Takumi jusqu'au niveau 40. Il demande ensuite au père de Mary quelques potions afin d'apprendre à les fabriquer lui-même. Le père de Mary accepte, à condition que Takumi lui promette de lui vendre les potions une fois qu'il aura maîtrisé leur fabrication. Takumi commence alors à mélanger les herbes comme un alchimiste diabolique, mais remarque que la potion qu'il crée est différente de l'échantillon qu'on lui a donné. Il sent également que de la mana s'en dégage et se demande si cela est dû au fait qu'il a utilisé de l'eau magique au lieu d'eau ordinaire. Quelques instants plus tard, on retrouve Takumi en train de manger une plante quelconque et les choses tournent douloureusement mal. Heureusement, il utilise un sort de soin pour se rétablir, révélant qu'il a mangé la plante toxique intentionnellement. C'est la méthode la plus rapide pour développer une résistance et augmenter sa compétence en magie lumineuse. C'est dur pour son corps, mais il trouve du réconfort en sachant qu'il peut maintenant utiliser la magie. Le soulagement est de courte durée, car un monstre géant en forme de cochon apparaît. La dague et la lance de Takumi sont inutiles contre cette bête puissante, et elle le propulse dans les airs. Takumi se trouve dans une position très délicate alors que le monstre se prépare à attaquer de nouveau. Il utilise plusieurs sorts pour se défendre. Malheureusement, ils ne font rien et Takumi essaie désespérément de trouver une solution. C'est alors qu'il panique en découvrant qu'un autre monstre tente de l'attaquer par derrière. Il s'avère que l'araignée est blessée, mais cela ne l'empêche pas de protéger Takumi. Malheureusement, le petit compagnon paie le prix de cette distraction et Takumi doit de nouveau se défendre seul. Il panique, car rien n'a fonctionné jusqu'à présent, mais il se souvient qu'il lui reste une dernière option. La dernière chance de Takumi est d'utiliser son alchimie. Il lance décomposer sur la bête et, par chance, cela fonctionne, faisant de notre héros un vainqueur.
Takumi s'approche en boitant de l'araignée blessée pour la remercier et refermer sa plaie. Il se prépare à partir, mais il est stupéfait lorsqu'il obtient la compétence dompteur et que l'araignée devient son animal de compagnie. Takumi demande à l'araignée si elle veut l'accompagner dans son aventure et le petit compagnon accepte joyeusement. Takumi la nomme Maple et reste stupéfait lorsqu'elle évolue instantanément. Lorsqu'il retourne au village, tout le monde est émerveillé de voir qu'il a vaincu un sanglier géant. Ils sont ensuite horrifiés lorsqu'ils voient Takumi attaqué par une araignée. Mais il explique qu'il l'a en fait apprivoisée. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les monstres insectes ne sont normalement pas censés être apprivoisables. Alors que tout le monde se régale avec le sanglier, le père de Mary suggère à Takumi de se rendre dans une grande ville pour vendre les restes du monstre et en tirer une belle somme d'argent. En regardant la célébration, les hommes reconnaissent que leur petit village est devenu beaucoup plus vivant depuis l'arrivée de Takumi. Cependant, ils sont convaincus que Takumi est destiné à accomplir de grandes choses et qu'il n'est pas du genre à rester dans un petit village. Ailleurs, Nolen est heureuse de voir que Takumi se débrouille bien dans son aventure. Une autre déesse se demande ce que Nolen prévoit, car elle a accordé à Takumi un corps spécial et lui a même donné sa bénédiction. Ce n'est pas tout, car il est révélé que Nolen a également envoyé Takumi une année entière dans le passé, avant que l'Empire n'active le sort d'invocation. Nolen nie avoir fait cela pour une raison particulière, mais il est évident qu'elle voit quelque chose de spécial en notre héros. Le lendemain, Takumi faisait la leçon à Kied pour l'avoir retrouvée enroulée dans sa toile, sans mentionner qu'elle avait couvert toute la pièce avec ce genre de soie. L'araignée s'excusa et expliqua qu'elle se sentait très seule. C'est pourquoi elle voulait garder son maître près d'elle un peu plus longtemps, puisqu'il était toujours si occupé. En entendant cela, Takumi réalisa qu'il avait en effet négligé Kied, passant tout son temps à fabriquer des potions et d'autres objets. Réfléchissant à cela, il s'excusa aussi et promit de prendre une pause du travail pour passer du temps avec son ami. Ravie, l'araignée sauta sur l'humain, juste au moment où Martha arriva soudainement avec un repas et assista à cette scène étrange. Takumi tenta d'expliquer que son animal de compagnie ne cherchait pas à le manger, mais Martha avait déjà remarqué la quantité de soie d'araignée dans la pièce et y voyait du potentiel. Ne voulant pas gaspiller ce matériau, elle fabriqua des vêtements à partir de la soie et ses amis furent émerveillés par le résultat. En observant cela, Takumi ne s'était pas rendu compte que la soie d'araignée était si incroyable et les femmes lui expliquèrent qu'il s'agissait d'un article luxueux très recherché par les nobles. Martha tenta de communiquer avec Kied, demandant un peu plus de soie élastique, et l'araignée comprit et fournit le matériau. Au moment où Takumi appela son animal de compagnie pour jouer, c'était à son tour de dire qu'elle était trop occupée, son expression pleine de ressentiment. Finalement, le jeune homme se retira, heureux que son ami s'amuse. Étant libre, il décida de retourner à son travail. En regardant autour de lui, il réalisa que cela faisait presque 1 mois qu'il était arrivé au village et il sentait qu'il aurait bientôt besoin d'étudier l'alchimie dans la grande ville. Cependant, il ne voulait pas partir sans laisser une trace dans cet endroit où tout le monde avait été si gentil avec lui. Plus tard, Takumi se rendit chez Boban et reçut son armure. En plus de cela, le forgeron mentionna qu'il avait besoin de réparer les semelles et les embouts des bottes du jeune homme, car elles n'étaient pas adaptées pour affronter les monstres de la forêt. Takumi argumenta qu'il n'était qu'un producteur et ne s'occupait pas de telles choses, mais Boban savait très bien que Takumi errait souvent seul dans les bois et n'était pas exactement ce qu'il prétendait être. Juste à ce moment-là, Bango arriva pour voir l'armure du garçon et mentionna que pour que son travail de production évolue, Takumi devait déménager dans une ville où la demande et l'offre de matériaux étaient plus grandes. Avec cela en tête, l'homme nota que des marchands de Bolton viendraient au village la semaine suivante et il avait organisé un transport pour Takumi et leur charrette. Autrement dit, le protagoniste allait déménager à Bolton. Ému, il remercia ses amis qui l'avaient tant soutenu. Excité,
Takumi retrouva Martha et vit qu'elle était sur le point de jeter les entrailles d'un lapin à cornes que Banga avait chassé. Bien que ce fût la partie la plus savoureuse de l'animal, si elle était utilisée telle qu'elle, il y avait un risque de maladie ou de parasite. Cependant, Takumi utilisa sa magie de purification pour résoudre le problème. Immédiatement, Martha fut impressionnée que le jeune homme puisse utiliser la magie de la lumière et le remercia pour sa grande aide. Mais elle le prévint de ne pas utiliser de tels sorts devant les autres, car peu de gens en étaient capables et ceux qui le pouvaient vivaient de cette magie rare. Martha précisa que personne dans le village de Bored ne s'en soucierait. Mais comme Takumi se dirigeait vers la grande ville, il ferait bien de faire attention. En attendant les marchands de Bolton, Takumi utilisa sa semaine pour rendre service au village, travaillant à son développement et le rendant aussi sûr et pratique que possible avec un grand mur et des équipements de production plus sophistiqués. Au fur et à mesure que les jours passaient, Capek, le marchand, arriva à Bored et fut surpris de voir le mur. Après avoir négocié avec les villageois, Takumi était prêt à voyager. Bovan demanda si le garçon n'oubliait rien, et il se souvint de remettre 100 potions intérieures qu'il avait produites pour Banga au Sias, où elles seraient nécessaires pour les villageois. Capek était impressionné par la substance et tenait la bouteille sous le soleil pour admirer sa lueur. À ce moment-là, Martha et les autres villageois vinrent dire au revoir à Takumi. Molly demanda où était Kied, et le propriétaire de l'animal répondit qu'elle dormait. Banga et Bovan exhortèrent le garçon à rester fort et à prendre soin de lui, tandis que Martha lui remit une tunique que certains villageois avaient fabriquée personnellement pour l'alchimiste avec l'aide des fils produits par Kied. Plein de gratitude, Takumi s'inclina pour remercier tout le monde pour tout ce qu'ils lui avaient donné. Peu après, il monta dans la charrette et partit les larmes aux yeux. Après tout, c'était la première ville où il avait vécu à Milgerd, et il en était venu à la considérer comme sa terre d'origine. Pendant le voyage, Capek commenta que Takumi était très aimé des habitants de Bored. Heath, l'un des voyageurs, ne put retenir ses larmes devant la belle scène qu'il venait de voir. Ensuite, tout le monde se présenta, en commençant par Heath lui-même. Ensuite, Reel se présenta et souligna que l'homme calme et chauve était Bogar. Papek expliqua que ces trois-là formaient un groupe de rang C d'aventuriers connus sous le nom de « les Crocs du Lion ». Heath expliqua qu'il gardait à la caravane, bien que Reel s'ennuyait de la tranquillité de l'environnement, au point qu'elle aurait aimé qu'un monstre apparaisse. Au fait, il commenta que Takumi tenait son sac comme s'il contenait quelque chose de très important, et le garçon révéla qu'à l'intérieur se trouvait son araignée tueuse de compagnie. Inconscient du danger, Ryo jeta un coup d'œil à l'intérieur du sac pour voir la créature, mais finit par être attaqué. Après cela, Kied s'accrocha à Bogur, qui embrassa affectueusement l'araignée. Bent et Papek demandèrent si Takumi avait d'autres potions de guérison, car il serait ravi d'en acheter. Dès que l'alchimiste confirma, le marchand arrêta brusquement la charrette et eut un regard choqué. Les aventuriers saisirent leurs armes, pensant qu'il pourrait s'agir d'un monstre, et en effet, un groupe de gobelins s'approcha de la charrette. Les Crocs du Lion quittèrent rapidement la charrette pour faire leur travail, et Reel. Remarquant qu'il y avait environ 20 autres monstres à l'intérieur de la forêt, elle avertit ses compagnons qu'elle attirerait ses ennemis en leur tirant des flèches. Pendant ce temps, Heath et Bogur affrontaient les gobelins en combat rapproché. 2 monstres surprirent Papek et Takumi en encerclant la charrette, mais pas Riel, qui tua les 2 avec son arc. Une fois la bataille terminée, l'archer annonça qu'il était temps de disséquer les créatures et de collecter leurs pierres magiques. La nuit venue, Takumi réfléchit que le voyage s'était déroulé sans autre problème. 3 jours plus tard, la caravane arrive à Bolton, dans le royaume de Barkula. Tout dans cette ville semble totalement nouveau pour notre protagoniste, car c'est la première grande ville dans laquelle il met les pieds à Mildgard. Ne perdant pas de temps, il se dirige directement vers la guilde des aventuriers, accompagné des 3 membres des Crocs du Lion, qui doivent faire rapport du succès de leur mission d'escorte. Takumi lui-même doit s'inscrire à la guilde pour pouvoir séjourner dans la ville,
et il doit aussi inscrire Kied comme son animal de compagnie. Au guichet d'accueil, il précise qu'il préférerait rejoindre une sorte de guilde d'alchimistes, mais l'employé lui explique qu'une telle guilde n'existe pas. Il mentionne également que beaucoup de gens s'inscrivent à la guilde des aventuriers de toute façon, juste pour obtenir une carte d'identité. Si Takumi n'a pas de problème à rester au plus bas rang, son inscription n'expirera jamais, et il pourra toujours accepter une quête simple par mois. Finalement, Takumi décide de s'inscrire à la guilde des aventuriers et inscrit officiellement Kied comme son animal de compagnie. Ensuite, l'alchimiste se dirige vers la société Paypex pour conclure un accord concernant 100 potions avec le propriétaire. L'homme d'affaires propose 10 pièces d'argent pour chaque potion de guérison et de stamina de base, et 50 pour chaque potion de mana. Takumi fait rapidement les calculs dans sa tête et manque de s'évanouir lorsqu'il réalise que tout cela s'élève à environ 7 millions de yens, soit environ 270 000 riyas. En plus de cela, Papek mentionne qu'il a réduit un peu le prix parce que Takumi est encore inconnu dans ces parages. Honnêtement, Takumi pense que c'est trop beau pour être vrai et se dit qu'il doit y avoir une raison cachée pour laquelle Papek paierait autant pour quelqu'un qu'il connaît à peine, bien qu'il ne ressemble pas à un escroc. Au fait, Papek soulève aussi la question de savoir où Takumi prévoit de vivre. Si Takumi est sérieux dans son travail de producteur, il devrait avoir une maison ou un atelier. Takumi précise immédiatement qu'il est sûr d'avoir les fonds, mais Papek insiste pour lui montrer une propriété à louer. Il appelle donc Thomas, l'un de ses employés, et lui demande d'escorter le nouveau venu à sa potentielle nouvelle maison. Assez vite, Takumi est emmené dans un véritable manoir et perd complètement son calme, ne s'attendant pas à vivre dans un endroit pareil. Thomas lui dit que le loyer est d'une pièce d'or et 50 pièces d'argent par mois, ce qui est bien moins cher que ce que Takumi imaginait. Il plaisante même en disant que quelqu'un est mort dans ce taudis, et Thomas lui assure que ce n'est pas le cas. En regardant autour de lui, l'alchimiste remarque qu'il y a une salle de stockage qu'il pourrait réaménager en atelier, et il se dit qu'il paiera le loyer avec l'argent de ses futures potions. Kied se réveille et demande où ils sont. Alors Takumi lui explique que c'est leur nouvelle maison. Lorsque Thomas lui demande si le jeune homme a pris sa décision, Takumi décide de prendre l'endroit. Une fois cela réglé, ils quittent la propriété, et Thomas mentionne qu'ils prépareront tout pour le déménagement demain. Soudain, une odeur nauséabonde attire l'attention de Takumi. Thomas explique qu'il s'agit du problème d'égout de la ville. Les nobles peuvent se permettre des appareils magiques pour gérer cela dans leur manoir, mais les gens du commun n'ont pas cette chance. 6 appareils de purification doivent être extraits de donjons ou de ruines anciennes, et ils coûtent une fortune. Parfois, des prêtres sont engagés pour purifier les égouts, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Le lendemain, Takumi emménage et aménage son atelier. Il laisse les réparations du mur extérieur pour plus tard, car il y a autre chose qu'il veut d'abord s'occuper. Avec cela en tête, il mélange du quartz dans l'argile qu'il a acheté à la société Paypex, puis utilise la magie pour la façonner. Une fois que c'est sec, il applique de la chaleur et utilise la magie de l'espace-temps pour accélérer le processus de cuisson. Après beaucoup de travail, ses compétences en alchimie et en magie de la lumière montent de niveau, bien qu'il se retrouve avec presque plus de mana, se sentant comme rien d'autre qu'une cape vide de Batman. Pourtant, il parvient à faire ce qu'il s'était fixé. Il a maintenant un toilette de première classe dans sa salle de bain. Au milieu de sa célébration, il entend Paypex crier, alors il se précipite pour voir ce qui se passe. Il s'avère que le marchand est couvert de toiles d'araignée. Selon Kid, les gens aiment généralement ce genre d'accueil, mais Takumi insiste en disant que seuls les enfants de son village trouvaient cela amusant. Cependant, Papek semble étrangement à l'aise avec la texture de la toile d'araignée. Après avoir libéré le marchand, Takumi s'excuse pour les ennuis, mais Papek fait un geste pour les écarter. Il demande ensuite à utiliser les toilettes, pour être stupéfait lorsqu'il voit le toilette à l'intérieur. Takumi explique qu'il s'agit d'un toilette magique équipé d'un appareil qui décompose les déchets par purification, nettoyant l'eau et ne laissant qu'un peu de résidus inorganiques.
Impressionné, Papek demande si le jeune homme a un talent particulier pour la magie de la lumière. Mais Takumi se souvient de ce que Martha lui avait dit, à savoir garder cela secret. Alors il demande au marchand de le garder confidentiel. Papek promet et commande immédiatement 100 autres de ses toilettes. Cependant, il suggère également à Takumi de conclure un contrat avec un esclave, car s'il peut utiliser la magie de la lumière, son talent est trop précieux pour le laisser sans protection. En d'autres termes, l'esclave protégerait à la fois la propriété et son propriétaire, et serait tenu de garder les informations confidentielles. Après tout, Takumi est réputé être un élu de Dieu, du moins selon l'Église de la Lumière divine, qui dirige l'empire sacré de Sédonia. Ils vont s'emparer de toute personne ayant une aptitude pour la magie de la lumière et profiter de leur magie de guérison. Donc, ils ne resteront pas les bras croisés pendant qu'ils utilisent la magie de purification pour aider les gens ordinaires qui ne peuvent pas se le permettre. Papek a quelques idées pour obtenir suffisamment de soutien pour produire CS Toilettes. Mais il est crucial de garder le nom de Takumi hors de l'œil du public. Cependant, Takumi fait clairement savoir qu'il est contre l'esclavage et préférerait tout gérer lui-même. Soudainement, la carte de guilde de Takumi commence à briller. Une notification indique qu'il a 1 mois à partir du moment de l'inscription pour accomplir une mission de son niveau. Réalisé qu'il a trop de choses à faire, il admet qu'il pourrait vraiment utiliser un peu d'aide. Papek demande si Takumi a du temps libre ce jour-là. Sans hésiter, le marchand conduit Takumi à Mulan & Co., le marché d'esclaves le plus réputé de Bolton. Pendant que Papek s'occupe de certaines affaires là-bas, Takumi entre dans le jardin et rencontre une femme qui lui dit immédiatement de déguerpir avant même qu'il puisse dire un mot. La jeune elfe ne sait pas comment Takumi a réussi à entrer ici, mais elle est catégorique sur le fait que cet endroit n'est pas destiné aux enfants. Alors elle insiste pour que Takumi retourne immédiatement. Je ne sais pas si Takumi a entendu ce qu'elle vient de dire, car il semble complètement perdu dans sa beauté. Quoi qu'il en soit, il poursuit son chemin avec Pepik, car tout cela est l'idée de cet homme, et rencontre le propriétaire de la société commerciale, Milan. Pepik explique leur raison de venir ici, en disant au propriétaire Milan que l'enfant à S et côté, Takumi, recherche un esclave sous contrat. Pepik mentionne aussi à quel point Takumi est réticent à l'idée de faire un contrat d'esclave, car il n'a jamais fait ça, ni même vu cela se produire dans le pays où il est né. Le propriétaire de Milan assure à Takumi que tout ira bien des 2 côtés, car l'esclave est lié par le contrat à fournir des services à son maître. Cependant, selon le royaume de Barcula, les droits des esclaves sont protégés. Par exemple, le propriétaire doit s'engager à fournir à son esclave nourriture, vêtements et logement, et ne doit jamais les traiter comme certains fermiers de coton les traitaient. Il existe de nombreuses règles, telles que l'interdiction pour le maître et l'esclave de se causer mutuellement des blessures mortelles, l'incapacité pour le maître de forcer l'esclave à accomplir une action non prévue dans le contrat, et bien d'autres en fonction de l'accord. Il existe également différents types de contrats d'esclaves parmi lesquels choisir, et Pepik suggère à Takumi de choisir un contrat d'esclave de guerre, car cela l'aiderait à cacher ses pouvoirs à long terme. Takumi demande des suggestions au propriétaire de Milan, lui expliquant à quel point il est occupé en tant que producteur. Il souhaite quelqu'un qui puisse gérer le manoir dans lequel il vit et l'aider à s'occuper de toutes les tâches ménagères. Il possède également des compétences qui pourraient faire de lui une cible potentielle pour des personnes malveillantes. Il veut donc quelqu'un de suffisamment fort pour le protéger. À partir de sa description détaillée, le propriétaire de Milan conclut que ce type veut une waifu et un garde du corps. Alors elle lui suggère de prendre 2 esclaves ici. Elle amène Maria à Takumi, la décrivant comme quelqu'un qui n'a pas de famille et qui a été enlevé par des bandits à un très jeune âge. Maria est compétente en lecture et écriture et elle peut s'occuper des tâches ménagères générales, donc Madame le propriétaire pense qu'elle est la candidate idéale pour être la gestionnaire du manoir de Takumi. Eika, sa waifu, Takemi, devenant timide à l'idée d'avoir une belle fille dans sa maison, se retrouve tout embarrassé et rougissant en parlant de son manoir à Maria, lui demandant si elle ne rencontrera pas de problème pour gérer une maison aussi grande. Takemi lâche aussi, un peu maladroitement,
combien Maria est mignonne. Ce qui le perturbe, car il pense qu'une personne comme elle devrait avoir de nombreuses propositions. Maria est submergée par ce compliment, mais elle répond honnêtement à Takemi, lui disant qu'elle est seulement bonne pour les tâches ménagères et qu'elle ne peut rien faire d'autre, comme satisfaire les besoins de son maître, ce qui explique pourquoi personne ne la choisit généralement. Takemi, qui n'avait aucune intention de le faire, accepte de former un contrat avec Maria et demande au propriétaire de Mulan de lui montrer l'autre candidate potentielle pour être son garde du corps. Malheureusement, la dame affirme qu'ils n'ont actuellement pas d'esclaves de guerre, ce à quoi Maria mentionne qu'ils ont Sofia de disponible. Mademoiselle Mulan n'est pas contente et réprimande Maria pour avoir parlé sans permission, lui ordonnant de retourner tranquillement dans sa chambre et de préparer ses affaires. Une fois Maria partie, Takemi demande à Mademoiselle Mulan des informations sur Sofia, mais elle refuse d'en parler, se contentant de dire que Sofia a des problèmes et n'est pas prête pour des contrats pour l'instant. Cependant, la compétence passive de Takemi, l'intuition, lui dit que Sofia sera le bon choix en tant que garde du corps. Alors il supplie Mademoiselle Mulan de lui permettre au moins de lui parler. Elle le conduit à contre-cœur dans la chambre de Sofia, où il découvre qu'elle est la même elfe qu'il a rencontrée plus tôt dans le jardin. Et peut-être qu'elle est une princesse, parce que c'est le cliché, après tout. Mademoiselle Mulan résume l'histoire de vie de Sofia, affirmant qu'elle a été capturée il y a 50 ans depuis son royaume pendant une guerre. Et depuis, elle a passé sa vie ici. Elle n'a pas pu former de contrat avec quiconque à cause d'une cicatrice sur son oreille gauche que les gens de ce monde considèrent comme un énorme inconvénient. De plus, sa main droite et sa jambe gauche ne bougent pas bien, mais il y a aussi sa magie élémentaire et sa magie des sprites, qui sont uniques à la race elfique et ont été scellées, ce qui fait d'elle une esclave de guerre inutile. Même après avoir entendu tout cela, l'intuition de Takemi lui dit que Sofia est le bon choix. Alors il demande à Mademoiselle Mulan de lui permettre de parler avec Sofia. Lorsque Mademoiselle Mulan quitte la pièce, Sofia lui dit immédiatement de ne pas perdre son temps avec elle, car elle ne lui sera d'aucune utilité. Cependant, Takemi pense le contraire et lui saisit brusquement le visage pour vérifier son statut. En découvrant qu'elle est une véritable bête avec des statistiques incroyablement fortes, il se rend compte qu'il lui suffit de dissiper sa malédiction d'une manière ou d'une autre et de guérir son handicap au niveau de ses membres, et elle redeviendra super forte. Pour lui, cela semble être un excellent investissement, alors il prend sa décision et décide de former un contrat avec elle. Il promet à Sofia qu'il l'aidera avec ses problèmes, ce qui fait rire Mademoiselle Mulan, car elle n'a jamais vu quelqu'un s'intéresser à cette esclave problématique. Quoi qu'il en soit, d'après ce qu'elle a déjà vu, elle pense que Takemi est une bonne personne. Elle lui confie Sofia et prépare tous les documents officiels pour leur contrat. Maria arrive dans la pièce, exprimant combien elle est heureuse que Takemi amène Sofia avec eux, en précisant qu'elle est vraiment amie avec elle. Sans plus tarder, Mademoiselle Mulan lance le sortilège, officialisant ainsi le contrat qui fait de Maria et Sofia les esclaves de Takemi. Mulan est heureuse que les deux filles aient trouvé un maître gentil qui ne va pas profiter d'elle. Takemi ramène Maria et Sofia à son manoir, où il est immédiatement accueilli par un câlin serré de sa petite araignée de compagnie, Maple, qui mourait d'envie de le revoir. En voyant une araignée tueuse comme l'animal de compagnie de leur maître, les deux filles réalisent instantanément à quel point ce voyage pourrait être dangereux. Quoi qu'il en soit, Takemi leur fait faire le tour de la maison et leur attribue chacune une chambre, car il y a beaucoup de chambres dans son manoir. Bien qu'elle soit déjà réticente à accepter une telle offre, car tout cela semble trop luxueux pour des personnes comme elle, Takemi mentionne tout de même qu'il y a aussi un grand bain qu'elles peuvent utiliser, qui dispose d'un dispositif magique pour le maintenir constamment propre. Il suggère que les deux filles débent un pack et utilisent le bain pour se rafraîchir. Pendant que Sofia et Maria prennent leur bain, Maria lâche son étonnement que leur ancienne maîtresse, Mulan, ait accepté de la laisser partir si facilement. Elle raconte que Mulan n'a jamais laissé partir aucun de ses esclaves, quel que soit le montant qui lui a été offert.
Le fait que Takumi ait réussi à obtenir cela la rend heureuse. Sofia, de son côté, se méfie du fait que Takumi n'ait laissé que peu de détails sur qui il est dans le formulaire qu'il a rempli. Elle se demande s'il cache son identité pour de bonnes ou de mauvaises raisons, voulant savoir ce qu'il a en tête pour elle. Il pourrait les utiliser pour des séances d'entraînement, n'est-ce pas? Lorsque les deux finissent de se baigner, Takumi prépare le dîner pour elle. En voyant la nourriture, Maria est en colère et déçue qu'il ait préparé le repas tout seul, sachant que c'était son travail. Cela la rend frustrée et lui donne un sentiment d'incomplétude. Pour calmer ses nerfs étranges, Takumi lui promet de la laisser cuisiner dès demain, mais elle propose de commencer par nettoyer après le dîner ce soir-là pour la rendre heureuse. Il accepte ses conditions et lui demande de s'asseoir avec lui pour le dîner. Venant de maîtres qui ne leur permettaient jamais cela, elle trouve cela impoli. Mais Takumi les assure que ce n'est pas le cas et leur demande de le rejoindre. Plus tard dans la journée, il se rend à la société Papek pour récupérer un objet qu'il avait demandé à Papek de lui obtenir. Après être parti de là, il tombe sur une église et est surpris de ne jamais l'avoir vue auparavant. Il entre et découvre une magnifique statue de Lady Nallen, sans hésiter. Il se met à genoux pour prier devant elle. Après l'avoir remerciée pour ses bénédictions, il se souvient que les habitants de Sédonia l'avaient toujours dénigré et se demande pourquoi il faisait cela. À ce moment-là, elle se révèle à lui pour répondre à sa question. La voir le fait perdre son calme inexistant. Il commence à se chamailler comme une petite fille lors d'un concert de Beyoncé. Ignorant son comportement enfantin, elle révèle qu'elle n'a rien à voir avec l'église de Sédonia. De plus, elle lui parle de l'existence de deux religions dans ce monde, chacune avec sa propre église. La première église s'appelle l'Église du culte de la création, qui vénère Lady Nallen, tandis que la seconde, l'Église de la lumière divine, vénère un dieu inconnu. Sédonia avait forcé ses habitants à croire en le dieu de l'Église de la lumière divine, ignorant Lady Nallen. Malgré tout cela, elle avait choisi de ne pas intervenir. Le fait qu'elle ait choisi de rester ignorante a conduit les Sédoniens à l'invoquer accidentellement depuis un autre monde. Par culpabilité, Lady Nallen avait décidé de lui accorder une bénédiction exceptionnelle. Cependant, juste à ce moment-là, elle le prévient qu'il commencerait lentement à perdre la partie de la bénédiction qui l'aidait à grandir et à rencontrer facilement des gens. En entendant cela, Takumi se rend soudainement compte qu'il avait effectivement cette bénédiction. En considérant à quel point il était facile pour lui de rencontrer des gens ou de se rendre dans des endroits, elle le laisse régler cela par lui-même et ne veut pas être une nourrice pour un lâche. Heureusement, Takumi réalise maintenant à quel point il est cuit. 1 an plus tard, dans le royaume de Sidonia, le roi est curieux de savoir comment se déroule l'entraînement des 3 héros qu'ils ont invoqués en utilisant le sort d'invocation maléfique. Il espère qu'ils deviendront assez puissants pour satisfaire ses besoins. Bien que le trio ait eu des doutes sur ce nouveau monde, ils semblent avoir été convaincus après avoir été persuadés par la magnifique Lady Elizabeth. Quel groupe de pervers héroïques! On pourrait penser que les 3 idiots progressent dans leur entraînement, mais ils ne parviennent même pas à abattre un seul instructeur de taille grande. Juste au moment où l'on pensait avoir vu le pire, l'un d'eux, qui se trouve choquant être une fille, est sur le point de quitter l'entraînement lorsque Lady Elizabeth l'informe de la nécessité de s'entraîner. Se retournant, elle se méfie des véritables intentions de Lady Elizabeth. De retour chez Takumi, il arrive et finit par renverser les affaires qu'il a obtenues. Sofia essaie de ramasser l'objet qu'il a pris de Papek, mais il utilise précipitamment sa magie de boîte à objets pour le cacher. Avant cela, elle avait vu un sceau magique sur l'objet et a trouvé suspect qu'il le cache d'eux. Avant qu'il ne soit noyé dans l'embarras, il lui demande de le laisser seul pendant qu'il se dirige vers son atelier. Lorsqu'il part, Sofia continue de se demander ce qu'il pourrait bien cacher. Elle se faufile discrètement dans l'atelier pour l'espionner et le trouve en train de se couper avec un couteau imbibé de potions. À première vue, il ressemble à un toxicomane. Après s'être coupé, il guérit précipitamment les blessures et se met à crier comme un bébé. En tentant de recommencer,
il raconte combien Maria a été cruelle pour lui avoir suggéré cela. En entendant le nom de Maria, Sofia fonce dedans, cherchant à savoir ce qu'il prévoit de faire avec Maria. Elle le menace de lui faire du mal si quoi que ce soit arrive à Maria, mais avant qu'elle puisse finir sa menace, il s'évanouit. Lors de cet incident, Takumi comprend qu'elle est épuisée. Il soigne la blessure dans sa main, ce qui l'aide à monter de niveau comme il le souhaitait. Monter de niveau lui donne le pouvoir d'effectuer un soin supplémentaire, un sort qu'il peut utiliser pour dissiper le sort de Sofia. Sans perdre de temps, il lance le sort sur elle et son oreille gauche retrouve sa forme d'origine. Quand Sofia se réveille, elle se demande pourquoi elle se sent si légère. Immédiatement, il demande à Maria de fuir, l'informant que Takumi souhaite lui faire du mal. Cependant, Maria lui explique que Takumi l'a guérie de sa malédiction. Elle lui tend un miroir pour qu'elle vérifie son oreille et l'idiote réalise à quel point elle avait tort depuis le début. Elle remercie Takumi et il lui explique pourquoi il avait mentionné le nom de Maria plus tôt. Après avoir entendu son explication, Sofia tombe à genoux et jure une loyauté éternelle à Takumi. En voyant cela, Lady Nalen est très satisfaite. Takumi se retrouve dans une bibliothèque, feuilletant plusieurs livres d'alchimie pour plonger plus profondément dans la magie de ce monde. À sa grande surprise, il y a à peine de connaissances substantielles concernant l'alchimie, ce qui le pousse à se demander pourquoi l'alchimie a sombré dans l'obscurité malgré ses mécanismes simples. Il déduit que la plupart des textes sur l'alchimie sont des vestiges d'une civilisation magique ancienne. Commodément, Takumi peut comprendre toutes les langues de ce monde grâce aux bénédictions de Lady Nolan, ce qui est probablement la seule raison pour laquelle il trouve une alchimie aussi complexe et semblable à un domaine incroyablement simple. Après avoir acquis les connaissances nécessaires, Takumi rentre chez lui, où Maria l'accueille avec des sandwichs pour le déjeuner. En mangeant, Maria commence à parler à elle-même de la chaleur qu'elle a ressentie en voyant Takumi et Sofia se réconcilier hier. Elle révèle qu'elle les avait espionnés depuis derrière les rideaux, parce que la vie privée, c'est surestimé, s'émerveillant de la façon dont il était romantique de voir Sofia prêter serment de fidélité à Takumi. De la manière dont elle le décrit, cela ressemblait à un chevalier jurant de protéger une princesse, sauf que, dans ce cas, Takumi est la princesse. Maria et Maple sont toutes deux d'accord pour dire que Takumi fait une princesse adorable, à la grande honte de ce dernier. La réponse de Takumi, un sourire crispé si tendu qu'il pourrait rivaliser avec une séance de sport. Plus tard, Takumi sort pour se concentrer sur son entreprise de production, la tâche du jour étant d'emballer des dizaines de toilettes pour une commande de Paypec. Croyez-moi, rien ne crie alchimiste légendaire comme la production de masses de conteneurs portables pour les besoins humains. Maria et Sofia lui donnent un coup de main, nettoyant et emballant les produits pendant que Takumi rêve d'une pause loin de la ligne de montage des toilettes. Il partage ses pensées avec Maria et Sofia, avouant son désir d'explorer le monde, trouver des matériaux exotiques, goûter des plats uniques et visiter des ruines inexplorées. Naturellement, il mentionne aussi vouloir prendre Sofia comme garde du corps et laisser Maria gérer le manoir en leur absence. Cependant, Maria n'est pas ravie d'être laissée derrière, surtout quand même l'araignée de compagnie part avec eux. Elle lui lance son regard de servante mignonne et manipulatrice brevetée, auquel Takumi succombe, comme prévu. Avant de finaliser sa décision, il vérifie ses statistiques en frottant ses mains sur son visage pour ouvrir sa fenêtre de statut. C'est totalement normal et absolument pas abusif du tout. À sa grande surprise, Maria possède des statistiques de combat solides, ce qui la rend prête pour la bataille. Satisfait, Takumi décide de l'emmener avec lui, mais insiste pour qu'elle s'entraîne avec Sofia afin d'affiner ses compétences. Une fois cela décidé, Takumi commence à fabriquer des armes et des armures pour Sofia et Maria. Lorsqu'il leur demande leurs préférences, Sofia ne retient rien. Elle lui remet une liste détaillée de ses demandes pour les armes. Elle propose aussi Maria pour une lance, promettant de lui apprendre à l'utiliser. Takumi rassemble les matériaux et se met au travail, utilisant sa magie de manipulation de l'alchimie. Pendant ce temps, Sofia entraîne Maria,
qui apprend rapidement qu'être une servante de combat implique plus de sueur et moins de thé parti. Takumi termine de fabriquer les armes en un temps record, ajoutant un motif d'aile à l'arme de Sophia et un motif de flamme à la lance de Maria pour leur donner une touche unique. Naturellement, il les enchante aussi avec des réparations automatiques et des boosts d'attaque, parce que pourquoi ne pas être un peu trop puissant? Pendant qu'il travaille, l'esprit de Takumi commence à vagabonder. Il ne peut s'empêcher d'imaginer Maria dans un costume de servante brandissant une lance, ce qui fait s'emballer son imagination. L'excitation qui en résulte lui donne un saignement de nez digne d'un anime dramatique, tandis que Maria, grâce à sa télépathie hyper développée, ou du moins c'est ce qu'elle prétend, sent quelqu'un la fixer intensément. Mais bon, il doit encore fabriquer des armures. Takumi hésite entre passer en mode RPG et créer des sous-vêtements sophistiqués pour Maria et Sophia plutôt que de véritables équipements de protection, puisque c'est devenu la norme COS dernier temps. Mais même lui se rend compte que c'est un peu trop, surtout que les filles sont techniquement ses employées, pas ses modèles de cosplay. Le véritable défi, cependant, est de prendre leurs mesures et leur demander directement ne ferait que le marquer comme un pervers sale. Heureusement, Takumi a une solution. Avec un sourire de vilain tout droit sorti du manuel des antagonistes de Shounen, il utilise sa magie d'alchimie pour créer des poupées grandeur nature de Sophia et Maria, puis passe un moment inconfortablement long à fixer leur forme, parce que le professionnalisme n'a jamais été son fort. Bref, le gars laisse son imagination courir librement en tant que maître de ses deux esclaves. Après plusieurs jours, il termine les armures, qui, honnêtement, ne ressemblent en rien à de véritables armures. Dans le cas de Sophia, elle n'a rien de plus qu'une simple plastron, tandis que l'armure de Maria est essentiellement un uniforme de servante rouge. Puisque les cerveaux de ces filles semblent câblés pour ne jamais remettre en question si elles sont objectivées, elles apprécient les créations de leur maître. Cependant, Sophia fronce un sourcil, se demandant comment Takumi a réussi à adapter parfaitement leur taille sans prendre de mesures. Takumi, bien sûr, garde cela pour lui. Il ne peut pas vraiment révéler ses méthodes perverses, après tout. Il leur remet ensuite leurs nouvelles armes et leur donne également des bagues magiques imprégnées de mana. Une fois cela fait, le trio se dirige vers la guilde des aventuriers, car Sophia et Maria doivent être enregistrées pour obtenir des licences de voyage pour s'aventurer à l'extérieur. Après que les deux filles reçoivent leur carte de guilde, Takumi les enregistre toutes les trois comme un nouveau groupe et accepte également une quête. Honnêtement, cet anime semblait un peu original avec sa réinvention des objets modernes, mais ensuite, on dirait que l'auteur a décidé de prendre à nouveau la voie classique de l'isekai. Voyons si l'histoire devient intéressante au fur et à mesure. Mis à part mes bavardages, Takumi est sur le point de prendre une quête lorsqu'un groupe d'aventuriers de rang D arrive pour les harceler, disant aux filles de laisser Takumi et de passer du temps avec quelqu'un de plus digne qu'un loser de rang F comme lui. Takumi ne prend pas ce manque de respect à la légère, même s'il est intérieurement terrifié par le gros voyou qui dirige le groupe. Il veut protéger l'honneur de ses amis. Rassemblant son courage, il tient tête et utilise la magie d'amélioration physique pour se défendre contre l'attaque du voyou. Au moment où les choses sont sur le point de dégénérer, le maître de la guilde arrive et met fin à la commotion. Cependant, en remarquant que le bras du voyou est cassé, il blâme Takumi, ignorant que la blessure s'est produite parce que le voyou s'est blessé en frappant Takumi. Pendant que le maître de la guilde réprimande Takumi, Sophia et Maria, Hans arrive pour l'informer que l'idiot aux cheveux blancs n'avait pas cherché la bagarre, mais n'était qu'une victime. Le fait qu'il ait appelé le maître de la guilde par son titre laisse Takumi choqué. Réalisant que l'oiseau en colère à tête chauve est en réalité... Hans continue en présentant le chauve sous le nom de Barak, ignorant sa propre présentation. Barak lui ordonne de soigner l'idiot que Takumi avait battu. Ensuite, il demande à Takumi et aux filles de le suivre. Dans ce qui ressemblait à une salle d'interrogatoire, Barak cherche à savoir ce que fait Takumi, bien qu'il soit d'abord sceptique à l'idée de révéler sa véritable compétence.
Il est obligé de le faire après que Hans ait révélé qu'il y avait des traces de magie sur la scène du combat. En entendant cela, Takumi comprend à quel point les compétences sensorielles de Hans doivent être puissantes, bien qu'il ait admis avoir de la magie. Takumi affirme qu'il n'a pas utilisé de magie sur les voyous de tout à l'heure. De plus, il révèle qu'il a enduit son corps de charbon provenant de son coffre d'objets. Hans a du mal à y croire, mais il finit par le trouver crédible lorsque Takumi ajoute qu'il a synthétisé le charbon en diamant, reconnaissant cela comme de l'alchimie. Hans se souvient que Takumi avait voulu rejoindre la guilde des alchimistes le premier jour où ils se sont rencontrés. Ignorant tout cela, le pervers à tête chauve cherche à savoir si les belles dames font partie de son groupe. Lorsqu'ils reconnaissent que c'est le Séas, Hans suggère qu'ils promeuvent Takumi au rang D. Il accepte immédiatement, car cela empêchera d'autres idiots faibles d'attaquer Takumi. Il accepte immédiatement, car cela empêchera d'autres idiots faibles d'attaquer Takumi. Cependant, comme Maria et Sophia viennent de rejoindre la guilde ce jour-là, Hans propose de leur donner quelques quêtes pour les aider à monter facilement en grade, car cela les aiderait à mieux protéger leur nouveau maître. Maria et Sophia acceptent. Plus tard dans la journée, elles se rendent dans les bois pour accomplir leurs quêtes. Apparemment, 3 quêtes leur ont été confiées. Exterminer des gobelins, des kobolds et cueillir des herbes. Alors qu'ils se dirigent vers les bois, Maple signale à Takumi la présence de gobelins trempés dans les buissons. Il en informe immédiatement les filles et Sophia se précipite sur place pour les éliminer. 2 des gobelins se précipitent, mais leurs jambes sont enveloppées par Maple, ce qui permet à Takumi et Maria de les poignarder. Le maître de la guilde. Alors qu'ils avancent, Takumi est préoccupé par le fait qu'ils rencontrent un nombre plus important de kobolds et de gobelins que d'habitude. Cela est dû au fait qu'ils en ont tué beaucoup et qu'ils en trouvent encore sur leur chemin. À cause de cela, Sophia pense qu'un campement de monstres pourrait se trouver dans les environs, avec un général parmi eux. L'idée d'un général gobelin fait presque faire pipi dans ses pantalons à armec. Sophia aggrave les choses en affirmant qu'il faudrait 5 groupes d'aventuriers de rang D pour éliminer un campement avec un général. Pourquoi cet imbécile a-t-il l'air de pleurer? Aussi impossible que cela puisse paraître à Takumi, Sophia croit qu'ils peuvent réussir s'ils combinent leurs compétences magiques uniques pour attaquer les monstres lorsqu'ils sont inattentifs. Aussi tentant que ce plan puisse paraître, l'idiot qu'ils ont pris pour Armec aurait préféré ne pas être là. Pour empirer les choses, Maple, qui assurait la surveillance plus tôt, révèle que le campement est sur le point d'évoluer. En entendant cela, Takumi ouvre précipitamment un portail d'urgence vers une dimension parallèle et envoie Maple à l'intérieur. En continuant, il tombe sur le camp des monstres, et Sophia estime qu'il y en a environ 300 à 400. Ce nombre effraie Takumi, et il reconsidère leurs options. Si tant est qu'il ait été un homme dans cette situation. Après avoir localisé précisément l'ennemi, Sophia, Maria et Takumi lèvent leurs mains fermement serrées pour révéler leurs anneaux magiques, prêts à lancer leurs attaques spécifiques sur les monstres. Des pouvoirs de vent de Sophia, à la pile de roches de Maria et à la tempête de feu de Takumi, toutes CS attaques combinées suffisent à semer la panique dans le camp des monstres en éliminant un grand nombre d'entre eux. Juste au moment où le pauvre Takumi, complètement perdu, pense qu'ils ont réussi, le horrible général gobelin et 2 chevaliers surgissent des décombres, dégoûtés par leur apparence. Sophia charge le général, laissant les chevaliers à Takumi et Maria, bien que Takumi soit un chat effrayé. Il défend l'attaque des gobelins et la fait exploser dans un tourbillon de magie de feu. Finalement, ils accomplissent les quêtes et arrivent à la guilde, très épuisés. La quantité de pierres magiques qu'ils ont récoltées laisse Hans choqué. Il se demande comment ils ont pu accomplir la quête en seulement une journée. Sa surprise le pousse à les inviter à l'arrière, où ils rencontreront à nouveau le maître de la guilde. Tout comme Hans, le maître de la guilde est choqué jusqu'aux os. Il se demande comment ils ont pu accomplir une telle quête aussi rapidement, surtout qu'il aurait fallu un grand nombre d'aventuriers de rang D pour réaliser cet exploit. Avant qu'il ne puisse dire plus de bêtises, Maple revient de son évolution sous une forme mi-humaine.
Elle gifle d'abord l'imbécile à tête chauve avant de se révéler. Alors que Takumi et Sophia sont choqués par la forme actuelle de Maple, Maria est excitée de pouvoir enfin entendre Maple parler. Pendant ce temps, Takumi est promu au rang E, tandis que les filles sont promues au rang F. Plus tard dans la journée, Maria approche Takumi pour lui parler de ses projets de fabriquer des sous-vêtements pour elle et Sophia. Lorsqu'il voit le design que Maria a, cela ressemble à celui d'un homme. Alors le pervers lui suggère quelque chose de plus féminin en le dessinant sur le papier. Voir cela fait rougir Maria de manière incontrôlable et elle lui supplie de le faire pour elle. Pendant qu'il parle, Maple vient informer Takumi de l'arrivée de Papek. Cependant, Papek s'était évanoui après avoir vu le corps mi-humain de Maple. Lorsqu'il reprend connaissance, il informe Takumi que le seigneur de Bolton souhaite le voir. Cela est dû aux toilettes qu'il avait fabriquées plus tôt pour aider au processus de purification de la ville. Lorsque Takumi va rencontrer le seigneur, il est remercié encore et encore pour sa contribution à la ville. Ce geste lui fait voir le seigneur comme une bonne personne. Plus tard dans la journée, Maple livre les sous-vêtements pour les filles. En les tenant, elle les trouve très confortables et cherche à savoir si elles peuvent les enfiler devant lui. Je crois que j'aime bien où cela mène. Cela pousse le naïf Virginal à paniquer et il court dans sa chambre en hurlant comme une petite fille. Après toute cette excitation, Takumi devait se rafraîchir. Alors il décida que son prochain projet serait de créer des réfrigérateurs. Une fois son travail terminé, il explique aux filles que les réfrigérateurs serviront à garder les aliments au frais, afin qu'ils ne se gâtent pas. Et elles sont toutes ravies de sentir l'air froid qui en sort. Pour fabriquer les réfrigérateurs, Takumi a synthétisé du fer, du chrome et du nickel pour obtenir de l'acier inoxydable. Puis, il a ajouté un dispositif magique enchanté avec de la magie de refroidissement. Mais malheureusement, son réfrigérateur ne peut pas faire fonctionner Halo. Même ainsi, Maria remercie Takumi, car elle peut désormais cuisiner avec des ingrédients frais quand elle le souhaite. Takumi a l'intention de donner un des réfrigérateurs à Maria, tandis que les deux autres seront envoyés à Papex pour être vendus. Une fois cela fait, Takumi prévoit de passer à son prochain projet. Sophia lui demande s'il va encore fabriquer quelque chose de nouveau, mais en réalité, Takumi pense plutôt à apporter quelques ajustements à leur équipement. Il y a certaines choses qu'il veut améliorer depuis leur combat contre tous ces gobelins, et comme ils vont bientôt voyager, Takumi veut que leur équipement soit aussi performant que possible. Il aimerait donc fabriquer un ensemble en mithril et en adamantite. Takumi se rend à la guilde pour demander à Hans s'il y a des forgerons dans les environs qui savent travailler l'adamantite et le mithril. Cependant, CS métaux sont très rares, donc peu de personnes possèdent ce savoir-faire. Si Hans devait deviner, les seuls capables de les manier seraient les nains de Namstel, mais c'est très loin, donc Takumi ne peut pas s'y rendre. Takumi accepte finalement qu'il ne trouvera pas de forgeron compétent dans l'immédiat. Mais avant qu'il ne parte, Hans lui parle d'une ville appelée Koraz, près du royaume de Barcula. S'il s'y rend, il pourrait y extraire du mithril et de l'adamantite. Cependant, l'accès aux mines est réservé aux membres de la guilde des forgerons, ce qui risque de compliquer les choses. Heureusement, Hans connaît un excellent moyen de contourner cette règle. Disons, hypothétiquement bien sûr, que Takumi accepte une quête pour exterminer les monstres qui apparaissent dans cette mine. Et si, toujours hypothétiquement, il tombait sur du mithril en chemin, rien ne l'empêcherait alors d'extraire CS métaux. À ce moment-là, le maître de la guilde surgit de nulle part et annonce qu'il a la quête parfaite pour Takumi. Il explique que la guilde commence à manquer de bois et que l'hiver approche, donc ils ont besoin de quelqu'un pour en rassembler. Les Tréants errent généralement autour des mines de Horace, et puisque Takumi cherche justement une excuse pour entrer dans les mines, le maître de la guilde pense qu'il n'aura aucun mal à faire un peu de collecte de bois en même temps. De plus, puisque Takumi se rend déjà là-bas, le maître de la guilde veut qu'il escorte quelqu'un avec son groupe, mais cela commence à ressembler à beaucoup de travail. Takumi n'a jamais pris en charge une mission d'escorte auparavant, alors il demande pourquoi les membres de Lionfang ne peuvent pas s'en occuper à sa place.
Le maître de la guilde explique que Lionfang est actuellement en mission ailleurs, donc ils ne peuvent pas le faire, et Takumi est la seule autre personne à qui il peut demander. Takumi finit par accepter la mission d'escorte, mais il ne connaît toujours pas bien la route vers Horace, alors il demande à Hans combien de temps cela prend pour y aller. Hans lui répond qu'il faut 7 jours en chariot tiré par des chevaux, mais seulement 4 jours avec un cheval monstre, car ils sont 2 fois plus rapides que les chevaux ordinaires. Takumi trouve que le cheval monstre est une excellente idée, alors il demande s'il peut en emprunter un. Malheureusement, Ril arrive à ce moment-là pour lui dire que tous les chevaux monstres sont déjà utilisés par Lionfang. Hans est surpris de voir Ril de retour si vite, mais ce dernier explique que lui et son groupe n'ont pas encore terminé leur quête. Il a simplement tué un buffle noir en chemin, alors il est revenu pour le déposer avant qu'il ne pourrisse. Il doit repartir dès le matin pour rattraper le reste de Lionfang. Mais puisqu'il passe la nuit en ville, Takumi lui propose de loger chez lui et de prendre un bain. Ril est ravi à l'idée d'un bain, alors il accepte volontiers l'offre de Takumi. Takumi est ravi de l'entendre, mais il a encore quelque chose à faire, alors il dit à Rel qu'il peut simplement l'attendre chez lui. Cependant, Ril préfère l'accompagner. Dans ce cas, Takumi accepte que Ril l'accompagne jusqu'à l'entreprise de Papek. Pendant qu'il est là-bas, il parvient à convaincre Papek de lui prêter quelques-uns de ses chevaux monstres pour sa mission. En échange, Papek lui demande de lui vendre une partie des minerais qu'il extraira de la mine de Horace. De plus, au sujet du réfrigérateur que Takumi lui a apporté plus tôt, Papek l'apprécie énormément et lui demande d'en fabriquer d'autres une fois qu'il sera revenu de son expédition minière. Pendant ce temps, au manoir de Takumi, Sophia commence à s'inquiéter sérieusement. Il n'est toujours pas rentré et elle craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Plus tard dans la soirée, Takumi rentre chez lui en compagnie de Riel. Il s'excuse d'avoir entraîné ce dernier dans une course aussi longue alors qu'il doit être fatigué de son voyage. Mais Riel ne s'en soucie pas, puisqu'il a lui-même choisi d'accompagner Takumi. C'est alors que Riel sent une présence hostile qui les observe avec intensité. Il comprend immédiatement qu'il ne peut pas battre cette personne avec l'équipement qu'il a sur lui. Alors, il attrape la main de Takumi et se met à courir. Cependant, leur assaillante les rattrape rapidement et assène un violent coup de pied au visage de Riel. Elle se révèle alors être Sophia, persuadée que Rel tente d'enlever Takumi. Sans la moindre hésitation, elle est prête à l'abattre sur le champ. Cependant, avant qu'elle ne puisse porter le coup fatal, Takumi s'interpose et lui dit qu'elle se méprend totalement sur la situation. Après avoir écouté ses explications, Sophia s'agenouille et s'excuse sincèrement auprès de Riel pour avoir failli le tuer sans raison. Riel va bien, donc il pardonne à Sophia, mais il a maintenant une foule de questions à poser à Takumi. Et cette liste de questions ne fait que s'allonger lorsqu'ils arrivent enfin chez Takumi et que Riel découvre d'autres jolies filles sur place. Intrigué, il demande à Takumi ce qui se passe. Takumi lui explique alors qu'il avait besoin d'une domestique pour entretenir la maison et de quelqu'un pour le protéger. Alors, il a engagé Sophia et Maria. Quant à Maple, elle a simplement évolué à un moment donné. Riel est ravi de revoir Maple sous sa nouvelle forme et Maple se souvient de lui. Mais elle ne l'aime toujours pas. Déprimée, Riel tombe à genoux, accablé par le fait que Bogart et Heath ont déjà des épouses et que même Takumi a 2 petites amies alors que lui est toujours célibataire. Takumi corrige immédiatement Riel et lui dit qu'il ne sort avec ni Sophia ni Maria. À ces mots, Riel voit une opportunité et tente sa chance en demandant à Sophia si elle envisagerait de sortir avec lui. Elle le rejette immédiatement, tout comme Maria, laissant Riel une fois de plus complètement anéanti. Un peu plus tard, alors que Riel pleure dans le bain, Takumi discute avec Maria et Sophia de la mission qu'il a acceptée pour pouvoir extraire du mithril et de l'adamantite. Sophia trouve que c'est une bonne idée, car le bois de Tréant est un matériau précieux, et tout le monde est d'accord. Takumi annonce alors qu'ils partiront dans 3 jours. Le lendemain matin, Riel quitte la ville pour rejoindre le reste de Lionfang. Une fois qu'il est parti, Takumi décide de commencer à travailler sur un nouvel équipement pour leur chasse aux Tréants. Il se forge une épée en carbure de tungstène capable d'absorber la magie.
C'est déjà une arme redoutable, mais elle est trop grande pour être utilisée telle qu'elle. Alors Takumi prévoit de la reforger. Il tente d'utiliser son alchimie sur l'arme, mais la lame semble lui résister, ce qui lui demande beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Finalement, Takumi parvient à décomposer le métal et à en fabriquer 2 lames distinctes. Les lames drainent le mana de tout adversaire qu'elles blessent, ce qui satisfait Takumi du résultat, bien que cela l'ait complètement épuisé. 3 jours plus tard, Takumi et les autres retrouvent Papek pour récupérer le chariot qu'il leur avait promis. Le guide que le maître de la guilde leur a demandé d'escorter est déjà installé à l'intérieur. Takumi s'approche pour lui parler, et l'homme se présente sous le nom de Gambo. Le groupe se met en route, mais ils doivent faire une halte dans un champ pour que Takumi et les autres puissent chasser leurs tréants. Alors qu'ils entrent dans la forêt, Sophia repère un arbre tentant de se fondre parmi les autres. Elle le signale immédiatement à Takumi, qui charge pour l'éliminer. Le tréant tente de l'attaquer en retour, mais Sophia et Maria veillent sur lui, ce qui lui permet de l'abattre facilement. Cependant, ce n'était qu'un seul tréant, et il leur reste encore une forêt entière à nettoyer. Tuer chaque tréant un par un prendrait trop de temps. Sophia suggère donc d'utiliser la magie, et cela semble très bien fonctionner. Mais bientôt, un tréant ancien apparaît. Peu importe la quantité de magie qu'ils utilisent pour l'attaquer, il ne cesse de se régénérer. La seule façon de l'éliminer est de couper son tronc principal en un seul coup. Sophia ordonne alors à Takumi d'enrober son épée d'énergie et de lancer une attaque pendant qu'elle et Maria lui couvrent le dos. Ensemble, ils parviennent enfin à abattre le tréant ancien et récupèrent des matériaux grâce à leur chasse aux tréants, leur permettant ainsi de poursuivre leur voyage vers Horas. À leur arrivée à Horas, ils se rendent à la guilde locale des aventuriers. Là-bas, Gambo leur montre une quête qui recherche des volontaires pour exterminer les taupes monstres dans les mines. 6 créatures se nourrissent de minerais, ce qui en fait une menace sérieuse. En acceptant cette mission, ils obtiendront l'autorisation d'entrer dans les mines. Un peu plus tard, le groupe commence à extraire des minerais, et ils ont beaucoup de chance. Il ne leur faut pas longtemps pour trouver du mithril et de l'adamantite. Cependant, ces minerais attirent des taupes monstres cachées sous terre, obligeant le groupe à se préparer au combat. Avant que l'une d'elles n'émerge, Takumi réfléchit un instant et trouve une excellente stratégie. Dès que la taupe apparaît, il l'aveugle avec de la magie lumineuse, ce qui la fait s'effondrer, et ils peuvent ainsi l'éliminer facilement. La méthode de Takumi permet d'éliminer rapidement les taupes, mais Sophia et Maria sont un peu déçues, car elles n'ont même pas eu l'occasion de combattre. Le voyage d'extraction s'étant avéré fructueux, ils rentrent tous à Bolton quelques jours plus tard. Dès son retour, Takumi se rend à la boutique de Gambo pour apprendre à travailler le mithril et l'adamantite. Gambo explique le processus d'extraction du métal à partir du minerai. Après de nombreux efforts, Takumi parvient à créer du mithril et de l'adamantite qu'il commence aussitôt à utiliser pour fabriquer toutes sortes d'équipements magiques. Une fois son travail terminé, il donne le nouvel équipement à Maria et Sophia pour qu'elles puissent le tester. Les filles sont émerveillées par la légèreté et la solidité de leur nouvelle armure, d'autant plus qu'elle est désormais imprégnée de magie. Takumi leur explique qu'il a intégré des enchantements correspondant à leur élément de prédilection. Quant à sa propre armure, il l'a dotée d'un enchantement conférant une amélioration extrême de l'agilité, lui permettant de se déplacer à une vitesse incroyable. Cependant, dès qu'il essaie d'impressionner les autres en démontrant sa vitesse, l'univers semble refuser de le laisser faire, et il finit par s'écraser face la première contre un mur. Faisant abstraction de ce moment embarrassant, Takumi leur présente ensuite les nouvelles armes qu'il a forgées ainsi que les enchantements qui y sont appliqués. Sophia et Maria adorent leur nouvelle lance, mais Sophia a une requête à formuler. Elle est prête à donner sa vie pour protéger Takumi et lui demande donc s'il peut lui fabriquer un bouclier afin qu'elle puisse mieux assurer sa protection. Takumi trouve que c'est une bonne idée, mais il rappelle à Sophia qu'elle devrait accorder autant de valeur à sa propre vie qu'à la sienne. Nolan, qui observait Takumi depuis un moment,
est satisfaite de tous les progrès qu'il a accomplis. Elle est convaincue qu'il aura besoin de toute la force qu'il pourra obtenir pour affronter les batailles qui l'attendent. 1 an dans le futur, à l'époque où les autres héros ont été invoqués, nous retrouvons Akira et Yamato après la fin de leur entraînement. Ils reçoivent une mission du roi de Samandar. Franchement, ils ont l'air assez malfaisants à présent. Retour dans le présent, Takumi vient de terminer le travail sur les boucliers que Sophia lui avait demandés. Bien que Sophia soit la personne qui en avait fait la demande, elle se sent un peu coupable en voyant à quel point cela a épuisé Takumi. Elle aurait aimé qu'il ait un assistant pour l'aider dans sa production. Pendant ce temps, dans la capitale royale, le seigneur reçoit une lettre de Sédonia. Il semble qu'ils aient entendu parler des toilettes de Takumi et de la magie de purification qu'il utilise. Bien qu'ils ne sachent pas encore qui est Takumi, ils ont l'intention de prendre des mesures contre lui. Dans les jours qui suivirent, un messager de Sédonie s'approcha du roi de Barkula au sujet des artefacts magiques utilisés pour purifier ces égouts, car l'Église de la Lumière divine avait dénoncé cette pratique auprès du pape du Saint-Empire de Sédonie. Après tout, ils affirmaient que la magie de la lumière était un don divin accordé uniquement à l'Église de la Lumière divine, ce qui signifiait qu'ils voulaient que le brevet du cercle magique de purification leur soit remis. Écoutant avec mépris, le roi de Barkula répliqua que si ce pouvoir était réellement un don de leur Dieu, alors l'Église devrait être capable de créer elle-même le cercle magique. Agacé, le messager ajouta que, selon le pape, utiliser la magie sacrée de purification sur un objet de salle de bain était impardonnable. Néanmoins, le roi de Barkula refusa de se plier à leurs exigences, poussant ainsi le messager à menacer de retirer tous les prêtres de l'Église de la Lumière divine résidant à Barkula. Calmement, le roi se leva et déclara qu'il pouvait les retirer, car cela ne le dérangerait pas le moins du monde. Avec le temps, Takumi apprit cette situation et se demanda s'il était sage d'affronter l'Église de cette manière. Cependant, Papek resta totalement indifférent, expliquant qu'il existait une autre religion dans le royaume en dehors de l'Église de la Lumière divine, l'Église de la création qui vénérait la déesse Nolan. Curieux, Takumi demanda quel dieu était adoré par l'Église de la Lumière divine, et l'homme d'affaires supposait qu'il s'agissait d'Anat. Passant à autre chose, il mentionna que le royaume de Barkula garantissait la liberté religieuse, ce qui expliquait pourquoi il comptait de nombreux adeptes de l'ancienne Église de la création. Les prêtres de l'Église de la création administraient la magie de récupération presque comme un acte de charité, tandis que les prêtres de l'Église de la Lumière divine étaient grassement rémunérés pour accomplir la même tâche. Puisque le sujet avait été abordé, Papek avoua qu'il avait une faveur à demander. Avec le marquis Godwin, ils avaient présenté au roi les récipients dotés de magie de purification. Et désormais, Sa Majesté souhaitait rencontrer l'alchimiste en personne. Papek précisa que le roi serait particulièrement contrarié si le jeune homme refusait l'invitation, et voyant Takumi hésiter, l'homme d'affaires joignit ses mains en prière et le supplia pratiquement d'accepter. Ainsi, Takumi rentra chez lui ce soir-là pour annoncer qu'il se rendait à la capitale royale, Bakolatos, et demanda la compagnie de ses servantes, qui étaient ravies de faire partie de ce voyage important, leur toute première visite dans un lieu aussi prestigieux et renommé. Takumi prévint qu'il partirait dans une semaine et, durant cet intervalle, il devait préparer plusieurs choses. Maria s'enquit du temps de trajet jusqu'à la capitale et il l'informa qu'il fallait 7 jours en calèche. À cette annonce, la jeune fille s'engagea à préparer suffisamment de provisions pour ce long voyage. Takumi en profita alors pour mentionner qu'il avait pensé à confectionner de nouvelles capes pour elle et Sophia. Il avait ainsi demandé à Pepek de lui procurer des pierres magiques élémentaires de ténèbres, car il pouvait les enchanter pour bloquer la perception. En plus d'être utile en combat, cet enchantement permettrait aux 2 jeunes femmes de se déplacer en ville sans risquer d'être abordées par des individus douteux. Le lendemain, lors d'une foire de rue, Maria confia à Sophia que maître Takumi se sous-estimait énormément.
L'elfe acquiesça, soulignant non seulement la beauté du jeune homme, mais aussi son talent en tant que producteur et alchimiste. Voyant que l'elfe ne tarissait pas d'éloges à son sujet, Maria la fixa d'un regard suspicieux. Gênée, Sophia trouva aussitôt un prétexte pour s'éclipser, mais cela ne fit que renforcer la certitude de Maria. L'elfe était bel et bien amoureuse de Takumi. Pendant ce temps, Takumi se rendit à la chapelle pour rencontrer Nolan. Il voulait savoir si Annette, la déesse de l'église de la lumière divine, était très différente de Nolan. De son côté, Nolan affirma qu'elle était la seule déesse existante, mais que Takumi comprendrait en temps voulu ce que représentait réellement Annette. Ce qui l'agaçait, en revanche, c'était l'intérêt que l'homme portait à cette fausse déesse. Takumi expliqua que, dernièrement, le Saint-Empire de Sédonie s'était rapproché de lui, et, se rappelant que certaines bénédictions de Nolan pouvaient être annulées en fonction de ses actions, il soupçonnait que cela ait attiré l'attention de Sédonie. Nolan répondit que ce n'était pas le cas, car Sédonie était en réalité la raison pour laquelle Takumi se retrouvait à Milgar en premier lieu. En d'autres termes, cette affaire dépassait largement le simple niveau d'une bénédiction. Si tel était le Kéas, Takumi s'interrogea sur le sort des héros invoqués par Sédonie. La déesse admit alors qu'elle avait altéré le temps en envoyant Takumi dans ce monde, le plaçant 1 an avant l'invocation des héros. Autrement dit, il ne serait convoqué que dans quelques mois. Le jeune homme était impatient de tout comprendre, mais la déesse déclara que le temps était écoulé et renvoya immédiatement l'humain. En se réveillant dans la chapelle, Takumi n'apprécia pas que la déesse ait esquivé sa question, mais puisqu'il n'avait pas l'intention de rencontrer les héros, peut-être que ce sujet n'était pas si important après tout. Et en parlant d'eux, dans le Saint-Empire de Sédonie, 10 mois avant le présent de Takumi, les héros poursuivaient leur entraînement intensif. Revenant au présent, Takumi offrit des capes à ses compagnes, et elles en furent ravies. Pris d'un excès d'enthousiasme, il s'exclama à quel point elles étaient magnifiques dans ces tenues. Et dès que Maria remarqua qu'il avait franchi une limite, il se prit la tête entre les mains, désespéré. Il leur montra ensuite qu'il comptait fabriquer une calèche spéciale pour ce voyage, car, sur le long terme, il valait mieux investir dans un véhicule qui leur appartiendrait plutôt que d'avoir à en louer ou en emprunter un à chaque fois. Le seul problème restait le cheval monstre qui tirerait la calèche, car ils étaient bien plus efficaces que les chevaux normaux. Apparemment, la meilleure solution était d'en emprunter un à la guilde. En entendant cela, Maria éclata de rire et demanda au maître s'il savait pourquoi Bolton était surnommée « la cité des aventuriers ». Le jeune homme admit qu'il n'en avait aucune idée, ce qui poussa la servante à se mettre de nouveau à genoux, embarrassée, supposant que son maître savait quelque chose qu'il ignorait en réalité. Néanmoins, elle ne se laissa pas abattre et expliqua que Bolton portait ce nom parce que de nombreuses régions voisines étaient habitées par des monstres, comme la forêt de la mort. Parmi ces créatures se trouvaient des licornes, des chevaux de race pure et même des griffons, encore plus forts et rapides que les chevaux monstres. Sachant cela, le groupe prit la direction de la forêt de la mort, et Takumi, intrigué, se demanda si, étant donné que le cheval dragon était bien plus rapide que le cheval monstre, il avait un lien avec les dragons. Maria lui expliqua que non, leur apparence était simplement similaire. Sophia ajouta que la différence entre eux et les chevaux normaux résidait dans leurs cornes semblables à celles d'un rhinocéros et dans le fait que leur corps était recouvert d'écailles, comme celui des dragons. Au milieu de leur conversation, un loup sauvage surgit soudainement et fonça sur le groupe. Sophia porta la main à son épée usée, mais le loup passa droit devant eux. Takumi supposa que c'était grâce à l'effet de blocage de perception de leur cape, qui trompait l'odorat du loup. Malgré cela, Sophia retira sa cape et déclara qu'il valait mieux qu'ils combattent pour s'entraîner également, ce que Takumi n'accueillit pas avec grand enthousiasme. Au fil du voyage, l'elfe affronta un sanglier géant et l'abattit d'un seul coup. Maria était ravie d'avoir autant de viande pour préparer les repas du voyage, jusqu'à ce que l'équipe remarque un tran mort. En voyant ce bois idéal pour la calèche,
Takumi pensa que c'était son jour de chance, puisqu'il s'apprêtait justement à en acheter auprès de Papek. Avec cette quantité, il pourrait construire toute la calèche lui-même. Pendant que les membres de l'équipe extrayaient des ressources de la zone, Kaed s'énuya et s'éloigna seul du territoire, jusqu'à tomber sur une jument dragon blessée au sol. L'araignée s'approcha pour lui offrir son aide, mais la jument réagit en attaquant, tirant un rayon depuis sa corne. Cela rappela à Kaed le jour où Takumi l'avait sauvée. Touchée par cette similitude, elle déclara à la jument qu'elle connaissait un maître incroyable qui pourrait guérir ses blessures. À cet instant, 2 fourmis géantes apparurent. Elles étaient les responsables des blessures de la jument. Sans attendre, Kaed immobilisa les 2 créatures avec sa toile et la jument les acheva avec son rayon. Cependant, un véritable nid de fourmis les encercla. Kaed érigea une barrière de toile, mais les insectes commencèrent à la dévorer pour passer au travers. L'araignée tenta de communiquer télépathiquement avec son maître, mais échoua, pensant alors que ses compagnons l'avaient oubliée et étaient rentrés sans elle. Gravement blessée, la jument perdit ses forces et s'évanouit tandis que les fourmis réussissaient à briser la barrière. À cet instant, Kaed ne put que crier le nom de son maître et serrer la jument contre elle. Dans la scène suivante, elle se réveilla, sentant la main affectueuse de Takumi posée sur sa tête. En larmes, Kaed cria qu'elle avait supplié ses compagnons de venir, et ceux-ci lui expliquèrent pourquoi la communication avait échoué. Apparemment, la barrière tissée par l'araignée était si robuste qu'elle avait coupé le flux de mana extérieur. Plus tard, maintenant plus calme, Kaed expliqua la situation de la jument dragon, gravement blessée. Takumi tenta immédiatement d'appliquer un sort de soin, mais la créature le repoussa instinctivement. Sophia supposa qu'elle restait méfiante, même inconsciente. De plus, l'elfe sentit que d'autres monstres approchaient, rendant la situation trop dangereuse pour s'attarder davantage. Kaed craignit que la jument ne soit abandonnée et sombra dans le désespoir, mais Takumi la rassura en affirmant que cela n'arriverait pas. Avec cette promesse, il emmena l'araignée et la jument dragon dans son autre dimension. Sophia jugea cette décision imprudente, car placer un monstre aussi puissant sans pacte de familier, en plus de l'effort colossal que cela demanderait à Takumi, était risqué. Il assura qu'il allait bien, mais rapidement, le poids de l'effort se fit sentir et il s'effondra à genoux. Tentant de boire une potion pour récupérer, il la laissa tomber et perdit connaissance. Une demi-journée plus tard, le jeune homme était allongé dans son lit, mais il ne s'était toujours pas réveillé. Sophia remarqua que, même dans son sommeil, il maintenait la dimension active. Et à moins que Kaed ne l'ouvre, la jument dragon y resterait enfermée, drainant lentement l'énergie de Takumi jusqu'à l'épuisement. Dans cette optique, avant que le maître ne devienne trop faible, l'elfe lui prend la main et l'embrasse pour communiquer avec Kaedi. Dans la dimension alternative de l'alchimiste, l'elfe demande si l'araignée peut enlever la jument, mais Kaed craint que la créature soit encore plus terrifiée d'apparaître soudainement dans un lieu inconnu. Cependant, Sophia explique que Takumi risque de mourir si rien n'est fait. Elle demande donc à son ami de créer la même barrière que dans la forêt, car, sans la vue des environs, la jument sera moins effrayée. Finalement, l'idée plaît à Kaed, qui promet d'aller jusqu'au bout de son plan. Ceci fait, Sophia annonce qu'elle va se rendre à l'entreprise Papek pour acheter des herbes médicinales pour les monstres. Cependant, Maria demande à assumer cette responsabilité afin que l'elfe puisse s'occuper de Takumi. Ainsi, lorsque la servante humaine part, Takumi ressent inconsciemment une chaleur dans sa main gauche, en même temps qu'il entend les voix de ses amis au hasard des moments qu'ils ont passés ensemble. Cela lui fait comprendre qu'il est temps de se réveiller. Lorsqu'il effleure son torse, il voit que la chaleur dans sa main était tenue par Sophia. Voyant que l'humain s'est réveillé, l'elfe se montre surpris et soulagé, tandis que le maître affirme être heureux d'être venu avec ses compagnons. Dehors, Maria observe la scène avec des yeux pétillants, tandis que Takumi doit aller voir la jument dragon. Bientôt, ils se rendent tous à la barrière de Kaed, et constatant que la créature a bien récupéré, l'alchimiste lui demande si elle veut se lier d'amitié avec lui, comme elle l'a fait avec Kaed.
À ce moment, le garçon active sa capacité à apprivoiser la jument. Puis l'électricité de la corne passe dans le cercle magique qu'il a ouvert. Cela fait, Takumi conjure la haute guérison et régénère complètement sa nouvelle partenaire. Kaede demande quel sera son nom. Se rappelant qu'il avait nommé l'araignée en raison du motif de feuilles d'érable sur son abdomen, l'humain nomme la jument Tsubaki, un camélia qui a des feuilles toute l'année et qui fleurit de fleurs rouges et blanches. Maria trouve ce nom magnifique, et les autres compagnons sont du même avis. Tsubaki approche son museau pour que Kaede le caresse. Enlaçant la jument, l'araignée raconte qu'elle s'est sentie seule, triste et effrayée lorsqu'elle s'est blessée dans la forêt, mais que tout a changé lorsque le maître est venu à son secours. Pour consolider ce bonheur, Maria invite tout le monde à un dîner spécial qu'elle va préparer. Et bien sûr, tout le monde accepte immédiatement l'invitation.